Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Depuis quelques jours, les employés de la société Satram Marine observent un mouvement d'humeur en raison du non-paiement de 6 mois de salaire. Une situation mal perçue, difficile pour ces pères et mères de famille, surtout en cette période de rentrée des classes. Iriel Nansimberkuna. 6 mois de salaire impayés pour certains, 10 mois pour d'autres. C'est la situation vécue par les employés de Satram Marine qui ont décidé d'observer un mouvement d'humeur cessant toute activité. Nous sommes là par rapport à un mécontentement. Ça fait pratiquement depuis le mois d'avril pour certains collègues qui n'ont pas encore été rémunérés. Et d'autres vont à 6 mois et d'autres vont à 5 mois. L'attroupement ce matin, c'est le problème de salaire. Ça nous fait déjà pratiquement 6 mois sans salaire. On a des collègues qui meurent. Depuis que nos défunts papa Hadj, papa Lassane sont morts, vraiment la société aussi est morte. Le mouvement a commencé depuis dimanche, ça fait on est pratiquement aujourd'hui au 5e jour. En fait, le mouvement Satram, c'est dû au problème des salaires impayés. Après 6 mois de l'ardeur, à Satram jusqu'aujourd'hui on n'a pas de salaire. On est chassé des maisons, on a des collègues qui sont décédés, plus d'une quarantaine. On est réduit à la mendicité, on ne sait plus à quel sens se vouer. Une situation confortée par une sorte de politique à 2 vitesses de la part de l'employeur. Si nous avons eu ce mouvement-là, c'est parce que certains services ont reçu des montants de 250 000 francs, d'autres n'en ont pas reçu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de créer un mouvement. Si certains ont reçu des sommes d'argent venant de la direction, les montants restent contestés par les concernés au regard du nombre de mois impayés. C'est insignifiant par rapport à... C'est vraiment insignifiant par rapport à ce que la Satram nous doit comme salaire. C'est vraiment insignifiant. 150 000 francs ne peut pas résoudre nos problèmes. Vous savez qu'un ménage est composé d'un père, une mère et des enfants. Il y a des ménages qui ont 7 à 8 gosses, qui ont 13 gosses. 150 000 ne peut même pas envoyer un seul enfant à l'école. Les responsables auraient été saisis au fin de résoudre ce problème. Oui, ils sont au courant, même la marine marchande est au courant. Donc là, on attend que le ministre de la marine marchande puisse venir et puis voir notre situation. Au cas contraire, on est là, on va attendre, rien ne va bouger et rien ne sera déchargé. Mais on attend. Peut-être il y aura peut-être une solution. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas d'argent, nous sommes là. On lutte, nous sommes là. On préfère mourir parce que là, nous-mêmes, on est sacrifiés et nous on va pour se sacrifier nos enfants. Une rentrée scolaire difficile pour ces pères et mères de famille qui ne désirent qu'une seule chose, rentrer en possession de leurs émoluments et de scolariser leur progéniture comme c'est le cas dans toutes les familles actuellement. Port-Gentil, on y reste. L'arrêt d'activité des 5 bus de la Sogatra rend le déplacement des populations extrêmement difficile. Les Port-Gentillais ne savent plus à quel sein se vouer et la crise économique qui sévit dans le pays n'est pas pour arranger les choses. Elvin Ziengi. Aucun employé en vue et bus stationnés à leur parking de la foire municipale. C'est l'atmosphère qui règne à l'agence Sogatra de Port-Gentil suite au non-paiement d'arriérés de salaire. L'arrêt de l'activité des 5 bus affecte particulièrement les élèves sur leur desserte Tchengué Nouveau-Port, Bac Aviation, Centre-Ville, Sogara, Tchengué, entre autres. Non, ce n'est pas une bonne chose pour les écoliers car il y a d'autres qui habitent loin et d'autres qui sont à côté. Mais nous prions vraiment que Sogatra revienne. Il y a d'autres qui n'ont pas les moyens, on n'a pas encore payé nos parents et c'est difficile en ce moment. Le bus de Sogatra avait la coutume de m'aider parce que depuis le Pays Balara, quand je viens ici, je dépense 500 le matin. Au retour, quand je prends au Sogatra, je dépense 200. Parce que ça nous aide énormément parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent loin. Comme j'ai des amis qui résident à Léomba, qui apprennent à Bananza. Vous voyez un peu que nous souffrons à la distance pour marcher, bien pour au taxi, aller comme le retour. Les parents dépensent un peu beaucoup d'argent. C'est pourquoi nous voulons que Sogatra revienne pour que au moins nous essayons d'améliorer un peu les choses pour que au moins nos parents dépensent un peu moins d'argent. Parce que la rentrée scolaire, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour nous. Une situation qui touche aussi les familles qui résident dans la zone de Tchengué. Beaucoup, ça pénalise. Parce qu'au moins pour aller se rendre de Nouveau-Port jusqu'ici, c'est 200, le tarif était que 200, l'aller 200 retour. Donc c'est quand même économique. Déjà surtout que plus Port-Gentil, beaucoup de papas ont perdu
d'emploi. Donc au moins ça soulageait. Ça soulage. Mais que Sogatra est garé, là, je dis qu'il y a une pénalité pour le consommateur. Au regard de l'avantage que constitue l'activité de la Sogatra, un retour à la normale est espéré des usagers, faute de quoi ils devront subir la loi des taximènes, notamment le phénomène des mises. Une question essentielle est au cœur des préoccupations de la gente féminine. Quels vêtements doit porter une femme enceinte? Autrement dit, les vêtements serrés peuvent-ils empêcher le développement de l'enfant? Quelques éléments de réponse dans ce reportage d'Iriel Nancy Berkouna. En parcourant les artères de notre cité, il n'est pas rare de tomber sur une femme enceinte vêtue de façon à attirer les regards. Vêtements serrés, en l'occurrence collants, pantalons entre autres, tendus par leur ventre proéminent. Face à cela, certains s'interrogent sur le genre de vêtements appropriés pour ces femmes aux silhouettes déformées par leur future maternité. Un vêtement trop serré, surtout à terme, empêche que l'enfant bouge normalement. Ou un enfant qui ne bouge pas, c'est un enfant qui peut avoir des malformations parce que l'enfant est appelé à bouger dans le liquide amniotique. Maintenant, s'il ne bouge pas parce qu'on a porté un vêtement trop serré et à long terme, parce qu'elles peuvent le porter pendant des jours et des semaines. Et certains avant, vous voyez, je ne sais pas si ça se passe maintenant, si ça se passe encore comme ça maintenant, certains portaient des grosses ceintures sur des vêtements pour masquer les grossesses. Donc, et cela, à long terme, peut entraîner parfois des malformations. Parce que l'enfant ne bouge pas bien. L'enfant, c'est un être qui doit mouvoir dans le ventre de sa mère, il faut une mobilité. Maintenant, s'il ne bouge pas, qu'il est trop serré, il y a une compression au niveau du ventre. Et la même compression, alors, quand la grossesse a avancé, empêcherait que l'enfant bouge normalement. Pourtant, des conseils dans ce sens leur sont donnés lors des consultations prénatales. Ces orientations qui ne sont mises en pratique que lors des rendez-vous chez le gynécologue. Un entêtement susceptible de causer des dommages chez l'enfant en gestation. Une femme enceinte, c'est quelqu'un qui va toujours se plaindre des vertiges. Si elle est sur les talons aigus facilement, elle peut tomber et se faire mal. Et une femme enceinte, on le sait pas, si elle tombe sur le ventre, peut avoir un décollement du placenta et entraîner une complication. Parfois, c'est un acte chirurgical urgent. Or, les colons là, ça sert d'abord le ventre et ça sert la partie génitale de la femme. Comme on l'appelle colon, ça colle. À long terme, alors nous voyons que ça favorise le développement des champignons au niveau de la vulve. Donc on est confronté au problème des mycoses à répétition. On traite, ça revient, on traite, on ne sait plus à la fin quel traitement mettre. Dans ce cas, on déconseille de porter les collants en soie ou en nylon. Surtout que c'est trop serré avec la chaleur qu'il fait actuellement. Au regard de ce qui précède, il revient aux femmes enceintes de prendre conscience des dangers auxquels elles s'exposent et leurs bébés aussi. Porter des robes amples, des salopettes et autres vêtements pouvant faciliter au bébé d'effectuer des mouvements à son gré est une garantie pour l'arrivée à terme de sa grossesse. Le syndicat des pharmaciens du Gabon a un nouveau président, Dr Grace Lise Ntsenkouré, a été élu à la majorité absolue pour un mandat de 3 ans. C'était à l'issue d'une assemblée élective organisée au siège national de l'ordre des pharmaciens du Gabon. Totalisant 100% des suffrages, Dr Grace Lise Ntsenkouré a été porté à la tête du syndicat des pharmaciens du Gabon à l'issue de l'assemblée générale élective organisée au siège de l'ordre national des pharmaciens du Gabon. Un scrutin pour lequel Dr Olivier Pellegrin Rebieno, président sortant, a exprimé toute sa satisfaction. Côté personnel, tout à fait. J'estime qu'il faudrait toujours qu'il y ait du renouvellement, c'est important. Chacun a sa ligne, chacun a sa vision. Nous avons une profession qui est dynamique et qui est jeune. Il est nécessaire que chacun vienne s'essayer à l'exercice qui est celui de présider un syndicat et présider une organisation patronale qui est celle du syndicat des pharmaciens, puisqu'elle regroupe 90% de pharmaciens propriétaires d'établissements pharmaceutiques. Au cours de cette assemblée élective, le nouveau bureau du syndicat des pharmaciens du Gabon a pris connaissance de ce qui pourrait s'apparenter à une feuille de route. Mon mandat sera axé
principalement sur le rassemblement de la profession, parce que le bureau précédent a posé beaucoup d'actions. On a obtenu beaucoup de résultats et ce qui nous reste à faire, c'est de continuer sur cette lancée. Donc il nous a laissé plusieurs dossiers que l'on va déjà analyser. On va essayer de s'imprégner au mieux des problèmes de la profession et de mieux découvrir ces dossiers, ensuite d'établir un plan d'action. Mais l'objectif principal est de rassembler la profession. Élu pour un mandat de 3 ans, Dr Grace-Lise Nzekouré a certainement séduit les électeurs par son plan d'action. Rien à voir avec ce qui précède. L'école privée de santé du Gabon lance son année académique 2017-2018. Annonce faite aujourd'hui par l'un des responsables de cette entité basée au quartier ancienne Sobraga. C'est à Libreville, Euphrem Biogoezo. C'est finalement le 15 novembre prochain, au lieu du 9 comme précédemment annoncé, que la rentrée des classes est programmée à l'école privée de santé du Gabon, située au quartier ancienne Sobraga de Libreville. Pour avoir un peu plus d'informations à ce sujet, nous sommes rapprochés de la direction générale de cet institut universitaire de référence qui se propose de former les étudiants dans divers domaines liés bien évidemment à la santé. Nous formons en 3 ans des bacheliers professionnels médico-sociaux. Dans d'autres écoles de la place, on forme en 2 ans. Mais nous formons en 3 ans. C'est cela notre innovation, pour que les jeunes gens qui se font former en santé publique sortent avec un diplôme professionnel approprié pour dispenser des soins aux patients. S'agissant des filières admises au sein de ce temple du savoir et de la connaissance, et cela avec le soutien du corps professoral et les responsables de cette administration, figurent en bonne place. Nous avons la filière des aides-soignants, les infirmiers accoucheurs, les adjoints techniques des laboratoires, les adjoints techniques des radiologies médicales. Nous avons des préparateurs en pharmacie, des secrétaires de santé et nous avons des adjoints techniciens d'éducation préscolaire. Habituellement, on les forme en 2 ans, mais nous formons en 3 ans pour donner non pas un CAP, mais un baccalauréat professionnel, le diplôme d'État, le diplôme qui sera délivré par le ministère de la Santé selon les nouveaux programmes. Nous avons voulu... La venue du dit programme pédagogique répond aux nombreuses sollicitations de la tutelle qui souhaite faire de la formation en milieu académique un véritable vivier pour les générations futures, un socle économique novateur dont le Gabon pourrait s'appuyer pour accroître son autonomie afin de résorber la difficulté liée au personnel de santé très souvent peu formé. N'est-ce pas satisfaire aux besoins de l'État qui voulait rehausser le niveau de nos infirmiers et infirmières. Nous disons que les inscriptions ont débuté et les réinscriptions, parce que nous sommes à notre 3e année, tous ceux qui veulent se former en santé publique, ceux qui ont la vocation de devenir infirmiers, peuvent donc nous rejoindre à l'ancienne Sobraga, sur l'avenue Simengan. Si vous arrivez au carrefour ancienne Sobraga, vous verrez une pancarte qui indique où se situe l'école privée des santé. Il vous suffit de faire un tour. Les inscriptions sont à la portée de toutes les bourses. Veuillez contacter les numéros suivants: 07 90 41 44, 07 45 79 03. Dans la section politique de ce journal, l'ADER, Alliance démocratique et républicaine, a tenu aujourd'hui à la Chambre de commerce du Gabon son 3e conseil national sous la direction de son président, Dijob Divungi Dinding. C'était en présence des présidents et représentants des partis amis, notamment de Jean Ping, président de la coalition pour la Nouvelle République. Des assises qui interviennent à un moment crucial de l'histoire de ce parti politique de l'opposition. En 24 ans d'existence, l'ADER vient en effet de traverser la crise la plus grave qu'elle ait connue suite au contentieux qui a opposé Florentin Moussavou au parti.
La présente session du Conseil national du parti se tient un peu plus d'un an après la dernière élection présidentielle au Gabon. Nous y reviendrons plus amplement sur ce reportage, sur cet événement lors de nos prochaines éditions d'information. À la Chambre de commerce et industrie du Gabon, la formation politique Héritage et Modernité a tenu sa rentrée politique et réaffirme sa réelle volonté pour le changement dans notre pays. Euphrem Biogoezo. Ils étaient nombreux, membres, sympathisants, autour du directoire d'Héritage et Modernité, une formation politique de l'opposition gabonaise qui vient de procéder à sa rentrée politique placée sous le signe de la construction des nouveaux Gabons, lequel ne peut se bâtir si, en face, les gouvernants considèrent ceux qui s'opposent à leur mode de gestion comme des ennemis jurés et non comme ceux-là qui souhaitent une meilleure gestion des ressources du pays. Pour enfoncer davantage le clou, des arrestations multiples d'hommes politiques sont perpétrées au Gabon tout en faisant fi de la législation en vigueur. Les Gabonais croupissent dans les geôles alors que d'autres sont à l'abri des poursuites judiciaires, ce malgré le lourd passif qu'ils traînent avec eux, une justice à deux vitesses dont Héritage et Modernité a vivement dénoncé. Sur le fait que ce projet essaie maladroitement de mettre le président de la République à l'abri des poursuites judiciaires, alors que ces extrémistes et lui tentent d'instrumentaliser la justice afin de mettre en prison tout ce qui le gêne dans son dessein de mettre en place une monarchie. C'est l'occasion pour nous de dénoncer les arrestations arbitraires de nos amis, depuis Bertrand Zibi, depuis Landry Washington, jusqu'à Frédéric Massavala, en passant par un de nos collègues, secrétaire général adjoint, Pascal Oyougou, détenu arbitrairement et dans des conditions difficiles, imméritées, tout simplement parce qu'il ne partage pas les opinions de la monarchie qui veut s'incruster malgré... Sont aussi légion des déviances autoritaires. C'est l'occasion de réitérer ce qui s'est passé ce matin à la résidence du président Ping, qui a vu donc des militaires masqués, je ne sais pas si c'était des militaires ou des gendarmes, masqués, cagoulés, avec une autorité de justice, voulant comme ça, débarquant pour le mettre dehors et prendre possession de son domicile. C'est absolument inacceptable, sans notification préalable. Et nous devons... Sur le plan économique, le déclin de celui-ci est observé depuis 2014 et accentué de plus belle en 2016, imputé à la mauvaise gestion des ressources publiques. Dans ce contexte, et en dépit du soutien du Fonds monétaire et des autres bailleurs de fonds, en l'absence d'une appropriation des réformes et d'un pouvoir légitime, il est illusoire de penser que les conditions pour renouer avec la croissance vont se concrétiser, tant les obstacles à lever sont nombreux. Les perspectives sont donc sombres pour notre pays. Concluant son propos, le président de cette formation politique de l'opposition gabonaise a réaffirmé sa réelle conviction au changement, tout en exhortant les membres à demeurer vigilants. Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. Dans une allocution à la Maison-Blanche, Donald Trump
annonce qu'il ne certifiera pas l'accord sur le nucléaire iranien. Les gardiens de la révolution seront désormais classés organisation terroriste par le Trésor américain, presse internationale. Les quelques activistes réunis devant la Maison-Blanche accusent le président d'avoir pris une décision hautement dangereuse et qui, selon eux, va conduire au pire. Un vote au Congrès en faveur du rétablissement des sanctions n'est pas juste un vote pour des sanctions, c'est un vote pour mettre fin à l'accord et c'est un vote pour une guerre. Selon ces manifestants, en ne recertifiant pas l'accord sur le programme nucléaire iranien, Donald Trump renonce à l'option diplomatique et isole un peu plus son pays. Donald Trump, durant sa campagne, a promis de déchirer l'accord sur le nucléaire iranien. C'est totalement fou. Vous voyez ce que ça donne avec la Corée du Nord. Les États-Unis ont quitté l'accord sur leur programme nucléaire. Donc on se dirige vers une situation similaire, mais avec les Iraniens. Dans les think tanks, les centres de réflexion de la capitale américaine, beaucoup d'experts se penchent sur les raisons derrière cette manœuvre. Cet ancien responsable de l'administration Obama a supervisé la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire iranien. Pour lui, la décertification n'est qu'une demi-mesure. Le président peut tout à fait se retirer de l'accord et réimposer les sanctions quand il le souhaite. Pour moi, c'est difficile d'expliquer d'un point de vue sécuritaire pourquoi il a choisi de remettre cela au Congrès. Il y a près d'un demi-million d'Irano-Américains aux États-Unis. Dans les bureaux de la plus grande organisation qui représente leurs intérêts, l'inquiétude est vive. Maintenant, avec une vraie possibilité de voir la fin de l'accord et les relations irano-américaines renvoyées vers les antagonismes guerriers, c'est très préoccupant pour nous. Républicains et démocrates au Congrès ont désormais 60 jours afin de se prononcer pour ou contre le rétablissement des sanctions. La page des sports de cette édition d'information nous ramène à Libreville au Gabon avec l'ouverture ce matin du séminaire sur les nouvelles modifications des lois du jeu à la Fédération gabonaise de football. Un séminaire destiné aux arbitres, entraîneurs et journalistes. Inès Gungamombo. Connaissent, malheureusement, quand on dit qu'on connaît, on est pratiquement un homme perdu, un homme mort. Au jour d'aujourd'hui, le football est très dynamique et nous constatons qu'il y a beaucoup d'évolutions. Nous avons besoin de, n'est-ce pas, coller aux réalités, parce que nous risquons d'être à la remorque de beaucoup d'autres pays à cause de ce que nous refusons délibérément de pouvoir être enseignés. Moi qui suis, n'est-ce pas, instructeur aussi, j'ai déjà vécu, j'ai déjà participé à ce genre de séminaire et aujourd'hui encore, ça me rafraîchit la mémoire. Aujourd'hui encore, il y a des choses que j'apprends et qui seront utiles, n'est-ce pas, pour mes jeunes frères dans l'entraînement. Je suis désolé que... Les échanges ont été fructueux, même si l'on déplore l'absence de plusieurs arbitres et entraîneurs lors de ce séminaire de renforcement des capacités tant bien louable pour les uns. Le souhait serait que de telles initiatives se pérennisent à l'avenir. Et on le comprend aisément, c'est un séminaire de renforcement de capacité qui vient à point nommé, à quelques jours de l'ouverture de saison du championnat national professionnel. Les participants sortent donc de cette rencontre d'échanges outillés et prêts à faire valoir ce qu'ils ont appris. Inès Gungamombo. Au cours de ce séminaire de renforcement de capacité, la FEGAFOOT vient une fois de plus d'honorer à son engagement pris lors de la signature du partenariat entre cette institution et l'Association gabonaise de la presse sportive indépendante, avec cette participation massive des journalistes membres de la GEPSI au séminaire sur les nouvelles modifications des lois du jeu, une présence saluée par plus d'un. Oh, ça me fait plaisir de savoir que mes frères journalistes sont là, parce qu'ils comprennent ce qu'ils ont à faire, ils comprennent qu'ils ont besoin d'apprendre, qu'ils ont besoin de connaître, parce que plutôt que de dire des choses qui sont fausses, je crois qu'ils seront dans la réalité, ils pourront dire effectivement avec à propos, n'est-ce pas, des choses qui sont réelles. Donc je les encourage et je prie que les autres aussi puissent emboîter le pas. On félicite également les journalistes qui participent activement à ces débats, parce qu'il est important pour les journalistes sportifs de connaître les nouvelles modifications des lois du jeu et de mieux éclairer, n'est-ce pas, notre public. Oui, c'est vraiment passionnant. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'entraîneurs
Non pas qu'ils méconnaissaient les lois du jeu, mais ils ignoraient certaines choses. Et là, ce séminaire-là permet à ces entraîneurs-là de comprendre beaucoup de choses. Il y a vraiment l'engouement et c'est vraiment très enrichissant. Les participants se sont accordés pour affirmer qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les lois du jeu. Mais je pense que c'est un séminaire qui est bien arrivé, parce que c'est d'abord avant le championnat. La seule chose que nous déplorons, c'est bien beau de faire le séminaire, mais est-ce que les arbitres doivent appliquer ces lois? Parce que c'est ce qui se passe souvent, où parfois les arbitres aussi se disent que les entraîneurs ne connaissent pas la loi. Mais moi je pense qu'un entraîneur, c'est lui qui maîtrise d'abord les 17 lois du football. Et là, ce sont les modifications. Moi je crois que c'est vraiment important, c'est très important pour les entraîneurs d'être déjà au courant que ce qui va se passer dorénavant pour comprendre les gardes. Temps pour nous de connaître tout ce qui se passe dans le déroulement d'un match, si on parle de football, et là on est dans le football, les modifications, les lois ont changé. Il faut donc pour le journaliste de mieux commenter. Beaucoup de choses ont changé, il fallait qu'on sache ce qui a changé pour que dans nos futurs débats, on soit réellement au fait. Beaucoup de choses ont changé et nous avons tous été, n'est-ce pas, instruits de ce que au football et les entraîneurs et les joueurs et les journalistes, chacun dans son couloir doit pouvoir appréhender, maîtriser un certain nombre de choses pour éviter qu'il y ait une certaine cacophonie qui s'installe, n'est-ce pas, dans nos terrains de football. Je pense personnellement que ce séminaire vient à point nommé parce que bientôt nous allons encore vivre la rentrée sportive. Et il est important que chacun de nous puisse réellement intégrer ces modifications qui nous aideront, n'est-ce pas, à éviter le désordre dans les stades. Au sortir de ce séminaire, les journalistes seront en mesure de faire un commentaire sur les lois du jeu et pourront tenir des débats sportifs, surtout sur les décisions d'arbitrage, sur les actes anti-jeu. Expression libre, avant de refermer cette édition d'information. Le temps, vous le savez, s'écoule tellement vite que parfois on ne s'en rend pas compte. Voici la question qui vous a été posée par Inès Gungamombo. Combien d'années se sont écoulées depuis l'assassinat de Thomas Sankara? Combien d'années Thomas Sankara a été assassiné? Ah, moi je ne sais pas, ça fait longtemps. C'est longtemps ça. Mais la date précise, je n'en ai pas. Ça fait faire en tout cas plus de 30 ans qu'on l'a assassiné. Il y a combien d'années Thomas Sankara a-t-il été assassiné? Ça fait 30 ans. Merci beaucoup. Thomas Sankara, je pense que ça remonte maintenant au jour d'aujourd'hui à 30 ans. L'assassinat de Thomas Sankara, c'était en 1987, je crois bien. Je n'ai pas la date exacte. Je sais qu'on célèbre actuellement l'anniversaire de son décès. Voilà, je n'ai aucune idée. Merci. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Qui a été assassiné? Thomas Sankara. Thomas Sankara a été assassiné par Blaise Compaoré. Il y a combien d'années? Il y a cela... Il y a cela 25 ans. Je n'ai aucune idée. Merci. Mais Thomas Sankara a-t-il été assassiné? C'est pas en 84? C'est pas en 84? Enfin, je ne sais pas, je ne maîtrise pas. Je dis que c'est pas en 84, mais je ne connais pas la date précise. Ça fait 30 ans, mais je ne connais pas exactement la date, mais l'année. Il était assassiné en 1987. Bon, je sais qu'il était assassiné en 1996, mais la date des années, en fait, sauf s'il rentre dans les calculs, mais c'était en 1996. Combien d'années se sont écoulées depuis l'assassinat de Thomas Sankara? À cette question, il fallait tout simplement répondre 30 ans, puisque Thomas Sankara a été assassiné précisément le 15 octobre 1987. Clap de fin pour cette édition d'information réalisée par David Mitola. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent.